Ce matin, nous avons partagé les fondamentaux, les questions d'addiction, leur origine, le contexte, tout ce qui peut expliquer les situations de consommation de substances en entreprise et ailleurs, puisque nous avons également en table ronde fait un focus sur les enjeux pour les entreprises de la consommation de ces produits. Ce que nous vous proposons à présent, avec Raphaël Andler, c'est de revenir sur les constats du baromètre santé publique de 2017 et surtout de faire un focus sur la consommation de substances psychoactives dans ce baromètre. Alors, on a pris un petit peu de retard. Raphaël, je vous confie l'horloge pour une vingtaine de minutes pour nous redonner ces éléments. Merci. N'hésitez pas à me dire enfin, me faire signe si jamais je suis con. Bonjour à tous. Pour commencer cet après-midi, je vous propose des données, vraiment ce qu'on appelle des données de cadrage, enfin une présentation de données de cadrage à partir d'une enquête qui a été réalisée en 2017, donc l'enquête baromètre de Santé publique France 2017, ou baromètre santé pour abréger. Je m'appelle Raphaël Andler, je travaille à Santé publique France dans la direction prévention promotion de la santé. Au sein de l'unité addiction, qui est une petite unité pluridisciplinaire dans laquelle il y a des chargés d'études comme moi qui travaillent plutôt sur les données et des chargés de marketing social qui mettent en place des campagnes, et notamment, enfin la plus connue, c'est le Mois sans tabac. Donc, en tout cas pour le pilotage au niveau de Santé publique France. Alors, hop. Et donc moi je vais vous parler des consommations de substances psychoactives en France, donc les données en population générale pour introduire, et ensuite je passerai au vif du sujet sur les consommations dans le milieu, selon le secteur d'activité. Donc pour commencer, quelques données générales qui justifient le fait de s'intéresser aux consommations de substances. Les chiffres de mortalité, des substances licites comme le tabac. Donc ici j'ai remis les chiffres d'évolution de mortalité annuelle liés au tabagisme, donc avec une tendance plutôt à la baisse chez les hommes et plutôt à l'augmentation chez les femmes, et qui monte à des chiffres d'à peu près 55 000 décès pour les hommes et près de 20 000 décès pour les femmes en 2015. La mortalité attribuable à l'alcool la même année, en 2015, avait été estimée à 41 000 décès. Et enfin, d'un point de vue très macro, il y a des estimations qui sont faites sur le coût social des consommations de substances en France. Et la dernière en date, qui s'intéressait à l'année 2010, avait estimé que la consommation de tabac coûtait 120 milliards d'euros en France. La consommation d'alcool également 120 milliards, et 9 milliards pour les consommations de drogues illicites. Donc ça, c'est vraiment les données. L'explication du pourquoi est-ce qu'on suit ces indicateurs, c'est parce que le coût sanitaire et social est très important. Donc ici, toujours en contexte très global, l'évolution du tabagisme quotidien en France métropolitaine depuis les années 2000. Donc on voit qu'il y a eu une tendance plutôt stable entre 2000 et 2016, et puis une tendance à la baisse entre 2016 et 2019, avec ce qu'on pourrait qualifier d'une sorte de rebond en 2020, bien que le point 2020 soit pas significativement différent du point 2019. Néanmoins, à l'œil nu, on voit qu'il y a une rupture de tendance, et donc on attend avec impatience les chiffres 2021 pour pouvoir conclure ou non à un changement de tendance par rapport aux dernières années. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en France, il y a un quart de fumeurs quotidiens encore, et que c'est un peu plus les hommes. Donc il y a presque 30% de fumeurs quotidiens chez les hommes contre 22% chez les femmes. Oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que tous ces chiffres sont évidemment disponibles en ligne, et que j'ai mis toutes les références dans la présentation, que cette présentation sera disponible. Donc pour ça que je passe un peu vite. Autre substance, l'alcool. Ici, c'est un suivi d'indicateurs entre 90 et le début des années 90 et 2017, donc toujours à partir des données du baromètre santé. Une tendance plutôt stable sur la consommation d'alcool dans l'année, qui concerne en gros 9 Français sur 10.
Ce qu'on peut voir, c'est deux tendances un peu différentes. Une diminution de la part de Français qui consomment de l'alcool tous les jours, donc qui était à peu près à un quart au début des années 90 pour être à 10% en 2017. Et une tendance qu'on n'observe pas, par exemple, donc si on prend l'indicateur qui a commencé à être mesuré en 2005, donc les API au cours des 12 derniers mois. Donc API, ça veut dire alcoolisation ponctuelle importante. C'est le fait de consommer au moins 6 verres en une occasion. Donc on peut appeler binge, mais ça correspond à peu près au binge. Et on voit plutôt une tendance qui a augmenté entre 2005 et 2014, une légère baisse en 2017, mais grosso modo, un tiers des Français qui ont des consommations ponctuelles importantes au moins une fois par an, contre 10% qui consomment de l'alcool quotidiennement en 2017. Toujours des données du baromètre santé, cette fois sur les consommations de drogues illicites. Donc ici, le graphique, c'est la consommation de cannabis selon différents indicateurs. Donc en jaune, vous avez l'indicateur d'expérimentation, donc le fait d'en avoir consommé au moins une fois dans sa vie. Donc on est pas loin, en 2017, on n'est pas loin d'un Français sur deux qui a consommé du cannabis au moins une fois dans sa vie. Et on observe depuis le début des années 90 une augmentation des usages dans l'année, donc le fait d'en avoir consommé au moins une fois dans l'année, et également des usages réguliers qui correspondent, si je ne me trompe pas, à 10 usages dans le mois. Autre substance illicite, donc sur l'expérimentation, on a presque 6% d'expérimentateurs de cocaïne, 5% pour MDMA et ecstasy, et 2% pour les amphétamines. Autre point avant d'aborder le sujet, qui fait le lien avec le milieu du travail, c'est des analyses qu'on réalise souvent en routine, c'est de comparer les niveaux de consommation selon la situation professionnelle, et on observe des différences très marquées parmi les actifs, entre les actifs occupés et les demandeurs d'emploi. On peut voir notamment des différences très marquées sur le tabagisme quotidien, avec plus de 40% des demandeurs d'emploi qui déclarent fumer quotidiennement, contre 30% des actifs occupés. Pour autant, 30% c'est quand même très important, et donc l'idée c'est qu'évidemment, derrière ce 30%, c'est intéressant d'aller creuser par secteur d'activité d'éventuelles différences, et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'objectif c'est de décliner la plupart de ces indicateurs au sein des actifs occupés, et de voir s'il y a des différences selon les secteurs d'activité. Donc c'est une analyse qui avait été faite à partir des données du baromètre santé 2010 et qu'on a actualisée l'année dernière à partir des données du baromètre santé 2017. Donc c'est une publication qui est disponible gratuitement en ligne. Donc j'ai mis le lien dans la présentation, évidemment. Alors bon, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps de passer du temps sur la méthode d'enquête des baromètres santé. Donc les baromètres santé, rapidement, c'est des grandes enquêtes transversales, donc des coupes transversales, c'est-à-dire des échantillons indépendants qu'on répète régulièrement, et l'objectif c'est de mesurer les mêmes indicateurs avec les mêmes méthodes et ainsi de pouvoir observer des tendances selon les mêmes méthodologies d'estimation. Ça permet notamment de fournir une batterie impressionnante d'indicateurs pour les programmes nationaux. Ça permet aussi de mettre en évidence des inégalités sociales de santé. Selon les tailles d'échantillons, on peut aller au niveau régional. Ce n'est pas le cas pour toutes les éditions, mais dès qu'on peut, on le fait. Autre objectif qu'on peut avoir, c'est d'évaluer des politiques publiques, et notamment des dispositifs qu'on met en place à Santé publique France. Donc, notamment, Moi sans tabac a été évalué à partir de données du baromètre santé. Et enfin, l'idée, c'est que ces données qui sont recueillies, qui sont d'une grande qualité, sont mises à disposition des chercheurs de différents instituts. Et bon, les grands principes méthodologiques, c'est que ce sont des enquêtes téléphoniques qui sont réalisées selon la méthode d'un tirage aléatoire, une génération aléatoire de numéros de téléphone. On pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse en discussion. Hop. Tiens, je pensais que c'était celle-là tout de suite. Bon, en fait, celle-là est mieux. Donc, en 2017, on avait un gros échantillon dans le baromètre santé. Il y avait à peu près 25 000 adultes qui avaient été interrogés. Et au sein de ces 25 000 adultes, représentatifs de la population métropolitaine, on avait à peu près 15 000 adultes en activité professionnelle. Donc, l'idée, ça a été, et ces adultes renseignaient
leur secteur d'activité. Et donc, le travail qu'on a effectué, c'est de simplement, c'est pas si simple, mais en gros, on a simplement regardé par secteur d'activité quels étaient les niveaux de consommation de ces individus. Voilà, donc je vais vous présenter une batterie de tableaux comme celui-ci, qui se lisent de la façon suivante. Donc à chaque fois, vous avez une colonne parmi les hommes, les analyses sont stratifiées hommes-femmes, pour prendre en compte les différences de comportement dans les consommations de substances entre hommes et femmes, et aussi pour prendre en compte les différences au sein des secteurs. Donc une colonne parmi les hommes, une colonne parmi les femmes, peut-être qu'il n'y en a que 20 secteurs d'activité, parce qu'il y en a qui ont été regroupés parce qu'on manquait d'effectifs. Et à chaque fois, en rouge, vous avez les secteurs. Tout en bas, vous avez la moyenne de l'indicateur au sein des actifs occupés parmi les hommes et parmi les femmes. Et ensuite, pour chaque ligne, vous avez l'indicateur au sein du secteur. En rouge, vous avez les secteurs qui se différencient, qui se distinguent par des consommations plus importantes. Et en vert, les secteurs qui se distinguent par des consommations plus faibles que la moyenne. Et quand il n'y a pas de couleur, quand il n'y a pas de chiffre, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre le secteur et la moyenne parmi les actifs occupés. Donc en l'occurrence, pour le tabagisme quotidien, ce qu'on a observé, c'est une prévalence du tabagisme quotidien qui était supérieure pour les hommes dans les secteurs de la construction, de l'hébergement, de la restauration et de l'immobilier, et qui était supérieure à la moyenne parmi les femmes dans le secteur de l'hébergement et de la restauration. Je ne commente pas tous les secteurs qui se différencient par des moindres consommations. Je me concentre sur les secteurs plus à risque, entre guillemets. Sur l'alcool, donc on a regardé deux indicateurs, l'indicateur de consommation quotidienne et l'indicateur d'API mensuel, donc alcoolisation ponctuelle importante, au moins une fois par mois. À nouveau, le secteur de la construction se distingue par des niveaux, des parts de consommateurs plus importantes parmi les hommes, aussi bien pour la consommation d'alcool quotidienne que pour les API mensuels. Le milieu de l'agriculture également parmi les hommes, le milieu de l'immobilier, le secteur de l'immobilier pour la consommation quotidienne d'alcool, et les arts et spectacles parmi les hommes pour les API mensuels. Et parmi les femmes, il y a un seul secteur qui ressort, c'est le secteur de l'hébergement et de la restauration pour les alcoolisations ponctuelles importantes. Je récapitule tous les résultats à la fin. Sur la consommation de cannabis, deux indicateurs, l'expérimentation d'une part et la consommation dans l'année. Donc là, il y a deux secteurs, si on prend l'ensemble des chiffres, il y a deux secteurs qui sortent vraiment du lot. C'est le secteur de l'hébergement et de la restauration et le secteur des arts et spectacles. Aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes, on a des niveaux de consommation qui sont supérieurs à la moyenne observée parmi les autres actifs occupés. Et c'est le même constat sur les expérimentations d'autres drogues illicites, donc en l'occurrence la cocaïne et de façon regroupée amphétamine, ecstasy, MDMA, et notamment dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives où les niveaux d'expérimentation sont nettement supérieurs à la moyenne observée parmi les autres actifs occupés, aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes. Donc si on récapitule l'ensemble de ces résultats, on a 5 secteurs qui ressortent, qui se distinguent par des niveaux de consommation plus importants que ce qui est observé parmi les autres secteurs. On a le secteur de l'agriculture pour la consommation d'alcool parmi les hommes, le secteur de la construction à nouveau parmi les hommes pour les drogues licites, donc à la fois le tabac et l'alcool, l'immobilier également parmi les hommes pour les consommations de drogues licites. Et deux secteurs qui ressortent plutôt pour les consommations de drogues illicites, c'est le secteur de l'hébergement-restauration et le secteur des arts, spectacles et activités récréatives, aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes. Alors, ces résultats, il y en a beaucoup ces constats avaient déjà été faits en 2010 pour la plupart de ces résultats, donc on observait déjà des surconsommations dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, de l'hébergement et restauration et des arts et spectacles et activités récréatives. On observait déjà des surconsommations, des prévalences de consommation plus importantes dans ces secteurs. En revanche, le secteur de l'immobilier en 2010 ne ressortait pas. Et le secteur des industries manufacturières ressortait et ne ressort plus en 2017.
Voilà. Et donc rapidement sur les limites. Donc, le baromètre santé, c'est pas une enquête qui vise à décrire précisément le milieu du travail. C'est une enquête en population générale qui, en l'occurrence sur les consommations de substances, cherche avant tout à fournir des estimations robustes en population générale. Il se trouve qu'en 2017 et en 2010, on avait des tailles d'échantillons qui permettaient de creuser un peu, de donner ces indicateurs, mais qui sont très macro et qui ne permettent pas de rentrer évidemment dans l'hétérogénéité de chacun des secteurs. Là, on est vraiment à un niveau très macro pour ces données de cadrage. Évidemment, c'est des consommations de substances, et notamment pour les substances illicites, on peut imaginer qu'il y a de la sous-déclaration, un biais de désirabilité sociale pour un peu... on sous-estime, on sous-déclare sa consommation quand on est face à un enquêteur. Mais malgré tout, c'est quand même une force d'avoir une enquête qui a été menée auprès de 25 000 personnes avec une méthodologie robuste et qui permet de fournir ces données qui restent vraiment des données de cadrage, mais qui ont le mérite d'exister et qui posent un peu les bases pour ensuite des réflexions plus approfondies. Donc je vais pas. Cette slide, c'était vraiment juste pour que ces enquêtes soient citées. Donc elles ont été citées ce matin aussi en ouverture de la journée. Il y a la cohorte Constance, donc qui est vraiment une enquête sur une méthodologie complètement différente, qui n'a pas du tout le même objectif. Donc une cohorte, c'est on interroge les mêmes personnes au fil du temps. Donc qui s'intéresse aussi aux consommations de substances psychoactives. Donc je vous ai mis un lien vers une publication récente qui s'intéresse notamment aux catégories socio-professionnelles et aux consommations de substances. Et une enquête qui a été citée également ce matin, il me semble, qui a été conduite par la Mildeca et qui s'intéresse notamment aux consommations de substances en période d'épidémie et qui faisait vraiment un focus sur le télétravail et l'isolement pendant cette période et les consommations de substances. Voilà, quelques références que j'ai citées plus tôt. Et voilà. C'est bon. On a tout. Merci. Merci beaucoup. Venez vous installer. Il y a sans doute quelques questions auxquelles, si vous en êtes d'accord, vous allez pouvoir répondre rapidement. Les micros vont à nouveau circuler dans la salle. Alors, le temps, monsieur, que le micro arrive jusqu'à vous, peut-être juste une précision. Dans le tableau que vous nous avez montré, il y avait quelque chose qui m'a intrigué, celui-ci. Infocom, information, communication, où là, il y a sur les substances illicites un point particulier sur les femmes. Vous pouvez expliquer ? Oui, effectivement, là c'est vraiment une lecture très macro du tableau. C'est une lecture macro d'indicateurs macro. C'était vraiment dans les grandes lignes. Mais effectivement, parmi les femmes, pour l'expérimentation de cannabis, un portinaire torticolis. Expérimentation de cannabis et de cocaïne, on a des taux qui sont supérieurs à la moyenne parmi les actifs occupés. Ouais. Sans qu'il y ait d'explication. Alors, cette enquête, elle est vraiment très descriptive. Elle ne permet pas du tout de rentrer notamment dans les trajectoires de vie ou les trajectoires professionnelles. On observe à un instant T des différences selon les secteurs. On ne peut pas rentrer dans les explications. Ouais. Merci. Monsieur, vous avez le micro, je vous en prie. Oui, donc on sait qu'en statistique, on est toujours à la recherche d'infos supplémentaires. Est-ce que vous allez regarder les tranches d'âge aussi Alors, effectivement, on aurait aimé stratifier notamment par âge, parce qu'à la fois dans les consommations de substances et dans les secteurs d'activité, il y a des choses à dire en lien avec l'âge. Alors, on ne pouvait pas, on n'avait pas les effectifs suffisants pour stratifier à la fois sur le sexe et sur l'âge. Néanmoins, en analyse de sensibilité, que je ne vous ai pas présentée ici, on a quand même regardé, notamment parmi, alors je ne sais plus quel seuil on avait peut-être pris les moins de 30 ans. On a regardé si on observait, en regardant uniquement parmi les moins de 30 ans, si on observait toujours des différences. Et oui, on observait toujours des différences. Autrement dit, on ne peut pas imputer aux différences de structure d'âge par secteur les différences qu'on observe ici.
il y a une part qui est aussi propre au secteur, qui n'est pas uniquement due aux différences de structure selon l'âge. Merci beaucoup. Comment imaginer utiliser ces chiffres, ces éléments d'information sur les différents secteurs professionnels dans des politiques de prévention de la consommation? Est-ce que vous imaginez la manière dont on pourrait utiliser ces informations-là pour faire avancer la prévention, pour faire avancer les actions contre la consommation? Alors oui, je me demandais juste, j'avais prévu des slides là-dessus. Ah bah ils arrivent après. Bah, ok, bah, très bien. Bah voilà. Alors du coup c'est dans un ordre un peu bizarre. Bah voilà. On va commencer par celui-là. Donc 2 exemples d'application de ces résultats. Enfin, en tout cas un d'application un peu directe de ces résultats qu'on a pu prendre en compte dans les actions qu'on mène au sein de l'unité addiction. Donc en l'occurrence c'était une campagne de prévention contre le tabagisme. Qui visait, qui a eu lieu en début cette année, février-mars de cette année, et qui visait à inciter les fumeurs à arrêter de fumer et faisait la promotion des outils tabac info service. Et donc, un des enseignements de l'étude que je vous ai présentée juste avant, c'est que ça permet du coup de cibler certaines populations, et notamment les secteurs, par exemple du BTP ou de l'hôtellerie, dans les plans médias. Ça permet aussi peut-être d'accentuer l'effort qui est mis sur la recherche de partenariats avec ces secteurs-là. Et enfin, d'un point de vue vraiment très pratique, ça permet d'offrir des déclinaisons de certains matériaux utilisés dans les campagnes. En l'occurrence, ces affiches qui ont été déclinées, qui ne sont pas du coup les affiches grand public qui sont placardées partout. Ce sont des affiches qui sont mises à disposition des acteurs. Des professionnels dans chaque secteur. Voilà, exactement, contextualisées pour être un peu plus... pour parler un peu plus aux personnes concernées. Ciblées, quoi. Voilà. Et vous aviez un autre exemple. Oui, alors l'autre, c'est moins en lien direct avec les résultats que je vous ai présentés juste avant de cette étude, mais c'était pour vous montrer le type de travaux qui peuvent être menés lorsqu'on met en place des campagnes de prévention au sein de l'unité. En l'occurrence, c'est une campagne cannabis de la fin de l'année dernière, où il y a eu un effort qui a été fait pour travailler avec le milieu du travail. Et en l'occurrence, ça s'est concrétisé par un partenariat avec le site gym.fr, donc le journal international de médecine, avec la création d'un espace dédié à la prise en charge du cannabis dans le milieu professionnel. Et en l'occurrence, il y a aussi une vidéo sur cet espace avec un addictologue et un médecin du travail qui parlent de ce sujet en entreprise. Donc des outils qui permettent de cibler réellement la prévention, la communication et la sensibilisation sur ces éléments-là. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose de poursuivre. Merci de mettre à notre disposition l'ensemble de ces documents. Et vous, alors c'est allé un petit peu vite, on met un rythme un peu soutenu en ce début d'après-midi, mais l'ensemble des documents vous seront transmis pour que vous puissiez regarder dans le détail les enseignements à en tirer. Merci beaucoup Raphaël, merci.